Laissez-moi donc vous raconter la première histoire, celle d'Owen. Les événements que je vais vous raconter lui sont arrivés quand il avait 21 ans, en 2011, et qu'il venait tout juste de sortir d'université. À l'époque, il vit depuis plusieurs mois à Manille, la capitale des Philippines, et il a deux occupations. La première, c'est qu'il est volontaire dans une organisation humanitaire, et la deuxième, c'est qu'il est joueur de football semi-pro dans la Ligue nationale. Beau gosse. Début novembre, on est samedi, il pleut à torrent et donc le match de foot auquel il devait participer est annulé. Il décide donc d'en profiter pour visiter quand ils étaient enfants dans le même quartier que lui, à Londres. C'est une coïncidence improbable mais ça crée tout de suite un point commun entre les trois, donc Owen est à l'aise. Au bout d'un moment, elle lui propose de l'emmener dans un meilleur marché que celui dans lequel il se trouve, qui est vraiment un truc de touriste. Owen sait qu'elles s'y connaissent probablement beaucoup mieux que lui sur les environs et donc il décide de les suivre. Les trois prennent un taxi, ils traversent plein de quartiers et ils atterrissent au final dans un coin de la ville où Owen n'a jamais mis les pieds. Ici, il reconnaît pas le moindre panneau et donc il est complètement à leur merci si jamais elle lui voulait du mal. Autre point important, sur place, il n'y a pas le marché dont elles lui ont parlé. Elle lui demande de les suivre dans une résidence banale pour qu'ils puissent manger. Et Owen, évidemment, il est un peu naïf et surtout, il a pas envie de les offenser en refusant. Donc il les suit. Il arrive alors dans un appartement dont il a pas beaucoup de souvenirs. Il se souvient juste qu'il y avait une vieille télé reliée à un karaoké et que dans le salon, il y avait un mec assis au fond de la pièce. À partir de là, il réalise qu'il est peut-être en danger et qu'il s'est mis dans la merde. Il se met donc à scanner le moindre fait et geste des deux femmes et de l'homme au fond de la pièce. Par exemple, quand ils lui servent une bière, il vérifie bien qu'elle l'ouvre devant lui et qu'elle mette rien à l'intérieur. À partir de là, ils vont enchaîner les bières, à tel point qu'ils vont se mettre à chanter au karaoké. Il se sent quand même vulnérable et piégé, et donc il cherche une opportunité pour se tirer de là le plus vite possible. Après le karaoké, c'est l'heure de manger, et les femmes ramènent un plat avec plein de viande. Et là, Owen fait une erreur incroyable. En racontant l'histoire, il sait qu'il a été con, mais il dit qu'à l'époque, il était méga naïf et qu'il savait pas qu'on pouvait droguer de la nourriture. Du coup, il s'est pas méfié de la viande. Il coupe donc un bout de la tranche de porc qu'on vient de lui servir, il le met dans sa bouche, et quelques secondes plus tard, après avoir avalé, il sent un goût de médicament bizarre. Malheureusement, c'est trop tard pour faire quoi que ce soit. Le dernier souvenir qu'Owen a de ce jour-là, c'est l'une des deux femmes qui chantait de plus en plus fort dans le micro du karaoké. Son souvenir suivant, c'est lui qui se réveille dans une chambre d'hôtel 24 heures plus tard, à 1000 km de là. Quand il se réveille, il est en fait à Davao, la destination qu'il devait rejoindre le lendemain de son match. Ça veut donc dire qu'il a pris un taxi, passé la douane, pris l'avion, récupéré ses valises, rejoint son hôtel, croisé ses collègues, sans en avoir le moindre souvenir. Évidemment, il a immédiatement appelé ses collègues pour leur en parler, et ils lui ont expliqué qu'il avait pas l'air dans un état second, il était juste un peu plus fatigué qu'habituellement. Immédiatement, il fouille ses affaires, et il voit qu'il a encore son téléphone, son porte-monnaie, bref, rien ne lui a été volé. Par contre, il se connecte tout de suite au site de sa banque, et il voit que la veille, il a fait un retrait de 200 $ qui correspond à son plafond. Bref, vous l'avez compris, il s'est fait droguer. Alors il a un peu enquêté sur ce qui lui est arrivé, sur si c'est fréquent, qu'est-ce qu'il a mangé exactement pour que ça provoque cet effet bizarre. Alors faut savoir qu'aux Philippines, il y a une drogue assez populaire qui s'appelle le Ativan. Et les gens à qui tu administres ça deviennent extrêmement manipulables et ensuite perdent la mémoire. D'où le fait qu'il ait retiré 200 $ sans s'en rappeler. Alors on a raconté des histoires plus horribles que ça, mais je vous raconte cette histoire parce que c'est un truc très fréquent. Quand vous allez à l'étranger, il y a toutes sortes d'arnaques qui existent. C'est pour ça que je suis content de vous raconter cette histoire avant les vacances. Faites gaffe cet été. Il y a la version hardcore où tu te fais droguer dans le but de te faire voler derrière, mais il y a aussi une version où il n'y a pas de drogue, c'est juste tu fais confiance à quelqu'un et en fait il t'amène dans un bar. Il y a ça par exemple au Japon à Kabukicho. Souvent c'est quelqu'un qui essaie d'avoir un point commun avec toi. Là Owen s'est pris l'excuse du ah on habitait dans le même quartier à Londres quand on était jeune, c'est dingue. Des fois c'est des gens par exemple qui vont juste parler ta langue et ensuite ils t'amènent dans des endroits où dans le meilleur des cas ils te forcent à consommer et à l'arrivée ils te forcent à payer 30 fois le prix de ce que t'as pris, et dans le pire des cas comme Owen tu peux carrément te faire droguer et là c'est vraiment pas marrant du tout. Owen finit son histoire en disant qu'il sait pas du coup exactement ce qui s'est passé pendant ces 24 heures et c'est ça qui est dur pour lui au réveil, c'est que ces 24 heures ont complètement disparu de sa vie. Owen, j'espère que t'as vérifié s'il te reste terrain. Fais un petit check quand même. Plus de peur que de mal, mais c'est quand même très traumatisant. Faites attention cet été à ce genre de choses, ne faites pas confiance à des gens qui vous demandent de les suivre. Ça peut être obvious pour plein de gens parmi vous, mais croyez-moi, c'est pas si obvious quand ça nous arrive parce qu'on n'est pas forcément très vigilant. Bref, maintenant rentrons dans le vif du sujet, dans le dur. Là, vous allez voir, plus on avance dans les histoires, plus c'est hardcore. Je vous le dis tout de suite. On commence mignon aujourd'hui, c'est bien. On va passer à la deuxième histoire, celle de Nathan. Nathan tout de suite nous dit que c'est la pire expérience qu'il a eue de sa vie, comme fréquemment en fait dans ces threads d'horreur quand quelqu'un raconte une histoire, et que ça lui est arrivé quand il avait seulement 15 ans. À l'époque, Nathan part camper en forêt avec sa famille, ses cousins, ses tantes, ses oncles. Dans le camping-car, c'est l'aîné, c'est le plus vieux des garçons, et il sait déjà qu'il va se faire méga chier. Il est pas très vacances en famille, Nathan, et il précise qu'en plus à l'époque il est ado et que c'est toujours une corvée pour lui de traîner avec ses cousins qui ont tous 3-4 ans de moins que lui. Ses parents malgré tout ont une idée pour lui, ils lui disent qu'ils vont aller camper à un endroit où il y a souvent plein d'autres campeurs et que donc il y aura sûrement des garçons de son âge avec lesquels il pourra s'amuser. Et en arrivant sur place, effectivement, il y a d'autres mecs de son âge et Nathan les rejoint direct. Et en gros, au bout d'une heure à peine, c'est comme s'ils se connaissaient déjà tous depuis 2 ans. Bref, les vacances prennent donc une tournure
Très cool. Nathan a son groupe de potes, la journée ils sont libres, les parents les laissent faire un peu ce qu'ils veulent, en revanche il a une seule règle, c'est de rentrer au camping-car le soir à 20h30 pour le dîner. L'après-midi ils sont donc libres, ils font absolument ce qu'ils veulent et généralement ils explorent les environs. Un jour, ils tombent sur un sentier qu'ils avaient jamais vu auparavant. Nathan et son groupe cassent une branche et la foutent à l'entrée du sentier comme pour dire ok, on a repéré cet endroit, et puis ils se cassent. Vient l'heure du dîner et ce soir-là, Nathan et tous ses potes mangent tous ensemble avec les parents respectifs de chacun. Et l'un des parents a une idée incroyable, faire un cache-cache. Alors il y en a qui sont pas très chauds, qui se chient un peu dessus, normal, mais bon, personne veut niquer l'ambiance, donc tout le monde se dit allez let's go, ça va être drôle. Tout le monde s'équipe d'une lampe torche et le jeu commence. C'est une version du cache-cache où le mec qui cherche, quand il te trouve, tu cherches avec lui. Et le dernier mec à pas avoir été trouvé gagne un prix, un chocolat, une branche cassée, un truc symbolique quoi. Pour la première partie, Nathan a de la chance, il fait partie de ceux qui vont se cacher. Il explique que généralement quand il fait un cache-cache comme ça, il va en hauteur dans les arbres, mais que là, il avait en tête le fameux sentier qu'il a découvert avec ses potes. Alors il y est retourné. En arrivant sur place, il revoit le fameux bout de branche cassé qu'il a déposé l'après-midi avec son groupe de potes. Les potes de Nathan sont cachés en haut des arbres autour du fameux sentier et ils lui disent mais frérot, qu'est-ce que tu fous, tu vas te faire griller en 2 secondes. Nathan il a confiance en lui et en sa cachette, il se fout dans un des buissons du sentier et puis il entend un sifflement qui signifie que les chasseurs commencent à chercher. Rapidement, tous les gens cachés en hauteur dans les arbres se font griller. Les chasseurs voient le sentier, ils s'engagent dedans, ils vont jusqu'au bout avant de faire demi-tour et de se barrer sans fouiller le fameux buisson dans lequel est caché Nathan. Sauf que Nathan c'est un tryharder et il se dit bon, je suis quand même dans un buisson collé à là où globalement tous mes potes se sont fait griller dans les arbres, c'est sûr qu'un mec va venir fouiller ici, faut que je change de spot. Il se met donc à fouiller dans les buissons autour de lui et il tombe sur un truc qu'ils avaient complètement zappé le jour de leur premier passage, un petit tunnel. Une sorte de cul-de-sac avec un petit renfoncement. Pour Nathan, c'est une cachette parfaite, donc il s'enfonce légèrement dans le renfoncement et c'est là qu'il l'a vu. Il tombe sur le corps d'une jeune femme qui est nue, en position fétale, dans un bain de sang. Et il est tellement terrifié qu'il reste complètement immobile, il crie pas, il bouge pas, il est paralysé. Il a l'impression à ce moment-là de se transformer en statue de marbre pendant ce qui lui semble être plusieurs heures, mais ce qui est en fait seulement quelques minutes. Et puis il entendait pas le long du sentier. Ça y est, les chasseurs sont de retour, ils vont le trouver et pouvoir le sortir de cet enfer. Nathan tourne son regard en direction des pas et il voit que c'est aucune des personnes qu'il avait pu voir précédemment au camp. Immédiatement, sa peur se transforme en instinct de survie. Il est hors de question de rester immobile à côté de ce corps avec cet inconnu qui se dirige vers lui. Au moment où il bouge, la personne s'arrête pendant quelques secondes avant de reprendre la marche, cette fois beaucoup plus vite, vers le tunnel. Miraculeusement, l'inconnu n'emprunte pas le même passage que Nathan, ce qui laisse le temps à Nathan de se cacher en contrebas, là où il peut plus le voir. Il entend l'inconnu se rapprocher de l'entrée du tunnel et il entend aussi un bruit métallique, comme s'il traînait quelque chose de lourd derrière lui. L'inconnu rejoint donc le tunnel, Nathan l'aperçoit et en le voyant, tant pis pour la discrétion, il tape le sprint de sa vie dans la direction opposée au tunnel. À ce moment-là, il sait qu'il a été vu et rapidement ses soupçons se confirment puisque pendant qu'il court, il entend derrière lui des branches se craquer et un mec respirer très fort. Forcément, au bout d'un moment, Nathan, son corps faiblit et il se met à avoir des crampes et un point de côté, mais il continue de courir de toutes ses forces le long du chemin. Il est terrifié à l'idée de tomber parce qu'il sait qu'il serait cuit. Il sait que le mec serait tout de suite là pour l'attraper. Mais heureusement, grâce à l'adrénaline, il a pas perdu l'équilibre un seul instant. Après plusieurs minutes de sprint à une telle vitesse, l'homme qui poursuivait Nathan était trop essoufflé pour continuer. Mais même s'il n'entend plus le mec derrière lui, Nathan, il continue de sprinter. Il veut rejoindre les autres. Il atteint le camp principal et il hurle de toutes ses forces qu'il y a eu un meurtre. Il réussit malgré l'adrénaline et la peur plus ou moins à décrire ce qu'il vient de voir et il se souvient qu'à ce moment-là, il y a juste un grand silence. Tout le monde s'est regardé et personne ne savait quoi dire ou quoi faire. À partir de là, il se souvient pas précisément ce qui s'est passé. Mais évidemment, certains adultes ont appelé la police, d'autres se sont précipités dans la forêt pour récupérer les enfants qui étaient encore cachés. Et cette fois, contrairement à d'autres histoires, la police a retrouvé le suspect. Un mec rôdait dans les bois le long du fameux sentier avec un grand couteau dans les mains. Ils ont aussi retrouvé un sac poubelle noir rempli d'outils couverts de sang séché. Nathan n'en sait pas plus. Tant sur cet homme, tant sur malheureusement cette femme décédée. Ses parents ont pris la situation hyper au sérieux et ils ont toujours été très protecteurs avec lui, donc ils l'ont jamais tenu au courant sur ce qui s'était passé ce jour-là, de manière à ce qu'il puisse lui passer à autre chose. Nathan explique qu'on se remet jamais vraiment d'une telle expérience et qu'encore aujourd'hui il fait des cauchemars dans lesquels il se fait poursuivre par cet homme dans la forêt, il revit la course-poursuite et que quelquefois il finit par se faire attraper. Nathan, grosse force à toi frérot, t'as vécu un truc pas facile, mais ceci dit, grâce à toi, un meurtrier s'est fait choper. Tu peux quand même être fier de ça. Bref, c'est la fin de l'histoire de Nathan que je trouve absolument horrible. On dirait vraiment une fiction, on dirait un cauchemar qui est jamais arrivé, mais lui il l'a vécu pour de vrai. Il est temps de passer à la troisième et dernière histoire, qui est une histoire paranormale, mais vous allez voir, vous allez pas non plus être totalement perdu pour les plus sceptiques du paranormal. Cette histoire c'est celle de Yanis et les faits remontent à son enfance quand il avait 8 ans. À l'époque, après une longue réflexion, ses parents décident d'acheter une maison en bord de forêt. Ils étaient sceptiques à l'idée de faire ce move parce qu'ils avaient un
un peu peur des animaux sauvages et qu'il y ait des chiens errants qui viennent manger dans leurs poubelles. Bref, que la vie présente dans la forêt mette potentiellement en danger leurs enfants. Mais bon, finalement la maison était pas très chère, tout le monde était plutôt chaud à l'idée d'habiter en bord de forêt, alors ils font le move. Effectivement, les premiers mois, Yanis et ses frères et sœurs adorent aller explorer la forêt. Mais ils finissent rapidement par arrêter d'aller l'explorer à force de vivre des expériences flippantes et le soir et la journée. Déjà pour eux, le premier signe que quelque chose n'allait pas avec cette forêt, c'est quand ils ont remarqué que leurs chiens refusaient systématiquement d'y entrer. Parfois, ils les voient aussi aboyer en regardant tous dans la même direction, comme s'ils grognaient sur quelque chose, mais Yanis et sa famille ont jamais su sur quoi. Face à ça, une fois, un des frères de Yanis décide de prendre un de leurs chiens dans ses bras et il l'amène jusqu'au bord de forêt pour lui montrer qu'il n'y a rien de dangereux. Sauf que le chien s'est débattu de toutes ses forces et qu'il a sprinté en direction de la maison dès qu'il a retouché le sol. Et puis après les chiens, c'est Yanis et sa famille qui ont commencé à voir des trucs étranges dans cette forêt. Déjà plusieurs fois, quand ils traînaient tard dans le jardin, ils entendaient des bruits étranges qui venaient de la forêt. Bon, probablement des animaux. Mais un jour, au même moment, ils allument une lampe torche en direction de la forêt et voient une silhouette se cacher derrière un arbre. À force de vivre ce genre d'histoire et de les raconter à leurs parents, Yanis et ses frères et sœurs n'ont plus eu le droit d'aller dans la forêt la nuit. Et d'ailleurs, le jour, ils ont le droit d'y aller à condition qu'ils restent à portée de vue des parents. Le temps passe et régulièrement, la famille commence à entendre des coups sur la porte arrière de la maison. Malheureusement, il n'y a jamais personne de l'autre côté de la porte. Un jour, en pleine tempête, quelqu'un semble frapper à répétition à cette fameuse porte. Assez pour que les parents de Yanis se disent que cette fois, c'est peut-être du sérieux et qu'il y a quelqu'un qui cherche peut-être à s'abriter le temps que l'orage passe. Sa mère ouvre donc la porte, mais une nouvelle fois, il n'y a personne, pas même des traces sur le sol. Au bout d'un moment, les parents de Yanis décident donc d'installer des caméras pour voir ce qui se passe. Et même si les coups continuent, à l'image, il n'y a rien. 3 ans après leur emménagement, le frère de Yanis a commencé à faire pas mal de terreurs nocturnes et aussi des crises de somnambulisme. Et quand ça lui arrive, il part toujours par la porte arrière de la maison avant de se diriger vers la forêt. Heureusement, sa mère a le sommeil léger, donc à chaque fois qu'elle entend la porte s'ouvrir, elle court pour le rattraper avant qu'il s'enfonce trop loin. Au bout de la 3 ou 4e crise, le frère de Yanis a demandé à ses parents à voir ce que la caméra a enregistré parce qu'il voulait voir à quoi il ressemblait en pleine crise de somnambulisme. L'enregistrement le montre donc en train de marcher sur le porche à l'arrière de la maison avant de s'arrêter brusquement comme s'il écoutait quelque chose. Puis il secoue la tête et il se met à marcher vers la forêt, comme si quelqu'un ou quelque chose l'attirait ou le guidait vers elle. Un soir, le père de Yanis est dans le jardin et il entend sa fille l'appeler depuis la forêt comme si elle était en détresse. Immédiatement, il se dit qu'elle est peut-être partie explorer trop loin et qu'elle s'est faite mal en tombant sur une branche ou un rocher. Il court en direction de la forêt pour la rejoindre, mais il se rend compte qu'il fait trop sombre pour qu'il y voit quoi que ce soit. Il décide donc de faire demi-tour et de repasser à la maison pour prendre une lampe torche, mais en arrivant, il voit sa fille assise dans le canapé du salon, absolument pas inquiète puisqu'elle n'est jamais sortie. Un jour, Yanis promène les chiens et il entend sa mère appeler à l'aide dans la forêt. Évidemment, il n'hésite pas une seconde et il fonce en direction de la forêt. En s'approchant, il continue d'entendre sa mère l'appeler, mais au moment où il rentre dans la forêt, les chiens aboient, ce qui alerte le père de Yanis qui sort dans le jardin. Yanis lui explique qu'il vient d'entendre sa mère l'appeler à l'aide depuis la forêt, mais son père lui hurle dessus et lui dit que sa mère est actuellement dans la maison. Suite à ça, le père de Yanis a pris la décision d'installer des barrières tout au long du jardin. Malheureusement, ça n'a fait qu'amplifier les problèmes. Ils se sont mis à entendre de plus en plus de coups contre la fameuse porte et même des coups contre les fenêtres tout autour de la maison. Comme si quelqu'un essayait de voir quelle fenêtre pouvait s'ouvrir. Les terreurs nocturnes de son frère s'intensifient et une fois même, sa mère ne l'a pas entendu sortir de la maison et ils ont heureusement été alertés par les aboiements des chiens avant de retrouver son frère contre la barrière face à la forêt en la regardant immobile. Ces événements s'amplifient tellement que les parents se mettent à chercher une autre maison. Ce n'est plus vivable. Le matin du déménagement, 4 ans après avoir emménagé dans cette fameuse maison, la famille se réveille et voit que la porte arrière est grande ouverte. Immédiatement, ils regardent les rushs de la caméra de sécurité et on y voit la porte arrière s'ouvrir toute seule, doucement, au milieu de la nuit. Heureusement, ce jour-là, ils déménagent et depuis, le frère de Yanis n'a plus jamais fait de crise de somnambulisme. Entre-temps, ils ont reparlé de leur dernier jour dans la maison et le frère de Yanis se demandait si la porte grande ouverte ne voulait pas dire que finalement cette chose, qui pendant tout ce temps a essayé de rentrer dans la maison, avait enfin réussi. Yanis maintenant est un adulte, mais il explique qu'il est jamais très à l'aise quand il va en forêt et surtout, il est persuadé que quelque chose rôdait autour de sa maison d'enfance et que tôt ou tard, s'ils étaient restés, elle aurait fini par réussir à faire ce qu'elle voulait et elle les aurait tous avalés. Je trouve cette histoire incroyable parce que les parents, eux aussi, vivent des trucs bizarres et surtout, le père de Yanis et Yanis se rendent compte beaucoup plus tard qu'ils ont vécu un truc en commun, ils ont tous les deux entendu la voix d'un proche dans cette forêt, comme si elle essayait de les attirer. Décidément, les forêts, c'est pas mon délire. Du tout. Bref, c'est la fin de ce thread d'horreur, j'espère qu'il vous a plu. Moi, je l'ai adoré. On se retrouve le mois prochain pour un autre. Prenez soin de vous. Je sais pas trop quand cette vidéo sort, mais bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Courage pour le taf à ceux qui taffent. Et puis voilà, profitez quand même du soleil. Allez, vous pouvez disposer. Aujourd'hui, on a 2 histoires rationnelles et une histoire paranormale. C'est vrai que des fois, je mets pas du tout d'histoire paranormale. La dernière fois, à l'inverse, j'en avais mis 2. J'essaie de varier. En fait, c'est plus selon mon humeur quand je lis toutes les histoires qu'il y a sur Reddit. En fait, voilà, il y a pas vraiment de calcul là-dedans. Instinct.
Faut que je fasse ce stage d'anglais. On commence tout de suite avec la première histoire qui est une histoire rationnelle et qui est celle de Nina. 8 mois avant qu'elle raconte cette histoire, Nina quitte le domicile familial et prend son indépendance. Elle part vivre seule dans son premier appart. Alors évidemment au début ça fait bizarre mais elle kiffe son indépendance, tout se passe pour le mieux pendant 3 mois. Nina commence à recevoir des appels téléphoniques étranges. Et pas seulement, elle reçoit aussi à plusieurs reprises des fleurs d'une personne anonyme. Alors au début elle en tire aucune conclusion, elle s'attarde pas plus que ça là-dessus, jusqu'à ce qu'il y ait des trucs plus concrets qui se passent. Des trucs qui se passent chez elle directement. Par exemple des objets dans la cuisine et dans le salon qui disparaissent et qu'elle ne retrouvera jamais. Il y a aussi des fois où elle éteint la télé de son salon avant d'aller se coucher et elle la retrouve allumée le lendemain matin. Bref, à force d'assister à des trucs étranges comme ça, elle se met la nuit à avoir peur. Elle est clairement plus du tout à l'aise dans son appartement. Et un jour, tout bascule. Le soir quand Nina s'ennuie, elle regarde la télé. Elle en a une dans sa chambre et une dans le salon. Et elle a un setup un peu bizarre qui fait qu'elle stream la télé de son salon sur la télé de sa chambre. En gros, l'image de la télé du salon est donc dupliquée sur celle de la chambre. Un soir, Nina est dans sa chambre, elle allume sa télé et les chaînes défilent toutes seules. Ce qui veut donc dire que quelqu'un est dans son salon, en train de regarder la télé et de zapper les chaînes. Ce soir-là, Nina panique, mais elle est tétanisée, elle ose pas aller voir dans le salon si quelqu'un regarde la télé. Elle va juste pas faire de bruit et attendre que la nuit passe. Le lendemain, elle appelle son frère, elle lui raconte tout, et malheureusement, il prend pas au sérieux ce qu'elle va lui dire, il va juste croire qu'elle est un peu parano. Nina insiste encore, et au final, son frère comprend que ce qui se passe, c'est sérieux. À tel point qu'il décide d'aller dormir chez elle plusieurs nuits consécutives pour la rassurer. Les jours passent, Nina dort mieux, elle se sent plus en sécurité, et heureusement, ou plutôt malheureusement, il se passe rien. Alors pourquoi je dis malheureusement? Parce que ça rassure pas du tout Nina, qui comprend qu'elle est probablement surveillée par la personne qui fait des intrusions chez elle. À l'issue des 5 jours qu'il passe chez elle, son frère lui explique qu'il va pas vivre là indéfiniment et qu'il faut qu'il rentre chez lui un jour. Il lui promet malgré tout qu'il reviendrait dormir chez elle si jamais ça va pas et qu'il y a un autre problème. Et surtout, il lui conseille d'appeler la police en cas de doute. Quelques jours plus tard, il est 23h, Nina est dans sa chambre et elle entend des bruits de pas qui proviennent de son salon. Immédiatement, elle appelle la police et à leur arrivée, ils ne trouvent rien. Il n'y a pas de traces d'effraction, il n'y a rien d'anormal dans la maison, c'est comme si Nina avait halluciné. Encore quelques jours plus tard, Nina entend une nouvelle fois des bruits qui proviennent du salon. Et cette fois, au lieu d'appeler la police, elle va appeler son grand frère. Elle est en larmes, elle essaie de faire le moins de bruit possible et son frère lui promet qu'il sera là d'ici 10 minutes. 10 minutes durant lesquelles il lui dit qu'il va rester au téléphone avec elle pour la rassurer et pour qu'elle le tienne au courant de ce qui se passe. Heureusement, pendant ces 10 minutes, il va rien se passer. Son frère lui dit qu'il est maintenant devant la fenêtre de sa cuisine et qu'effectivement, il voit quelqu'un assis dans le canapé de son salon. Il lui dit de pas bouger, de rester dans sa chambre sans faire un bruit et il lui explique qu'il va devoir raccrocher pour appeler la police avant de lui-même faire quoi que ce soit. Évidemment, Nina, elle, est terrorisée à l'idée de rester seule sans contact avec son frère dans la maison dans laquelle se trouve un intrus, mais malheureusement, elle a pas le choix. Elle est seule dans sa chambre, plongée dans le silence pendant plusieurs dizaines de secondes, sachant qu'un inconnu se trouve au rez-de-chaussée en train de regarder la télé. Ce silence est rompu par la sonnerie de son téléphone. Malheureusement, elle a oublié de mettre son téléphone en silencieux et quand son frère la rappelle, son téléphone sonne. Elle a beau raccrocher dès que ça sonne, elle est sûre que la personne en bas l'a entendu. Elle se lève dans le silence et colle son oreille à la porte de sa chambre pour voir si elle entend l'inconnu monter les escaliers, voir s'il a bel et bien entendu sa sonnerie et heureusement pour elle, non. Elle va entendre quelque chose 1 minute plus tard et c'est sa porte d'entrée qui s'ouvre. Elle est persuadée que c'est son frère ou la police qui vient d'arriver sur les lieux et donc elle se sent en sécurité. Alors elle décide d'ouvrir la porte de sa chambre. Et c'est là qu'elle tombe nez à nez avec un inconnu qui est en train de monter ses escaliers, habillé d'un imper noir et d'une casquette. Nina hurle et très bon réflexe, elle referme tout de suite la porte de sa chambre et elle pousse une armoire juste devant pour la bloquer et être sûre qu'elle est en sécurité. Ce qu'elle entend ensuite, c'est des bruits de coups, c'est des hurlements, c'est tout simplement son frère qui se bat avec cet inconnu juste devant la porte de sa chambre. Après plusieurs dizaines de secondes, il y a un grand silence dans la maison. Et Nina entend son frère lui dire que c'est bon et qu'elle peut sortir de sa chambre. En sortant de là, elle voit cet inconnu face contre sol et son frère qui est par-dessus en train de lui tenir les bras et surtout en train de lui sortir un grand couteau de la poche. La police arrive sur les lieux 10 minutes plus tard et immédiatement arrête le gars et repart avec lui. Alors ça finit bien, merci au frère de Nina qui a quand même sacrément géré. Et en plus de ça, Nina va apprendre plus tard qui était cet homme et qu'est-ce qu'il foutait là. En fait, c'était un ancien petit ami de sa mère qui à l'époque avait crushé sur Nina. Mais quand je vous dis à l'époque, c'était 10 ans avant cette histoire. Nina explique qu'à l'époque, c'était pas un mauvais mec, mais qu'il avait quand même quelques soucis et qu'avec le temps, elle, sa mère et son frère avaient complètement coupé les ponts avec lui. Alors cet homme, il a été condamné à 3 ans de prison ferme et il a purgé que 5 mois avant d'être libéré, ce qui a eu pour effet de rendre furax Nina et son frère. Et après cette sortie de prison avancée, Nina, elle, a décidé de déménager pour être sûre qu'il ait plus son adresse et qu'elle ne le recroise plus jamais. Voilà, désormais nous voulons tous un frère comme Nina.
C'est Clark Kent, son frère, c'est bon? En fait, ce qui me fait le plus bader dans l'histoire de Nina, c'est qu'elle a vu des objets chez elle bouger, qu'elle a perdu des affaires, mais qu'elle y a pas vu un signe d'une intrusion parce qu'elle s'est dit c'est certainement moi qui ai fait des erreurs d'inattention ou qui suis fatigué en ce moment et je fais pas gaffe. Ce qui est effectivement beaucoup plus probable que c'est l'ex-copain de ma mère qui vient chez moi la nuit en cachette regarder la télé. C'est horrible. Il est maintenant temps de passer à l'histoire d'Axel. Alors en fait, j'ai dit qu'il y avait une histoire paranormale, mais c'est pas vraiment une histoire paranormale en fait. Enfin, vous allez voir. À l'époque, Axel est un jeune policier qui vient tout juste de finir sa formation. Il est donc dans sa routine de nouveau policier et un jour, il reçoit un appel qui lui signale un incident suspect. Apparemment, un témoin aurait vu une lumière dans le ciel. Et effectivement, il vient lui-même d'entendre une petite série d'explosions typiques d'un transformateur électrique qui viendrait de lâcher. Il se dit donc que la personne qui vient de l'appeler a entendu la même chose que lui, mais a en plus vu le flash qui accompagne généralement ce type d'incident. Il se met donc tout de suite en route et le dispatch le rappelle pour lui donner plus de détails. La personne qui vient d'appeler la police prétend que la lumière était aussi, je cite, biblique, et qu'en la regardant, elle a ressenti une forte chaleur intérieure. Bon, Axel se dit « Ok, je vais tomber sur un allumé ». Il demande tout de même au dispatch si c'est la première fois qu'ils reçoivent un appel de ce numéro, et bien évidemment, non. Le mec est un habitué du service, et il aurait déjà appelé plusieurs fois pour des gens qui se seraient introduits chez lui, des gens dont la police n'aurait trouvé aucune trace en se rendant sur les lieux, et il les aurait aussi plusieurs fois appelés pour leur dire qu'il y a des anges dans sa chambre. Bon, vous voyez le truc. Bref, quelques dizaines de minutes plus tard, Axel arrive enfin sur les lieux. Il voit un homme debout sur le trottoir de devant chez lui. Quand il le voit, le mec a ses mains jointes, comme s'il était en train de prier. Et en voyant Axel, il le salue de la main. Axel se gare, s'approche de l'homme, qui s'appelle apparemment Tim, et il lui demande si tout va bien. Tim lui répond pas, il va plutôt lui demander s'il a lui aussi vu la lumière dans le ciel et qu'il a accepté l'arrivée de l'ange dans sa vie. À ce moment-là, Axel comprend qu'il va passer un moment relou. Il lui explique calmement les choses, que la lumière qu'il a vue était liée à l'explosion, blablabla. Et Tim l'arrête tout de suite et lui dit « Écoutez, vous vous trompez. C'est un très large cercle de lumière silencieuse. Et ce très large cercle de lumière, il vient de flotter de façon angélique au-dessus de moi pendant plusieurs heures. Et le transformateur électrique a explosé quand le cercle l'a survolé, mais pas avant. » Alors Axel croit beaucoup plus en la théorie rationnelle, mais au cas où, il check le passé médical de Tim, voir s'il trouve quelque chose. Et effectivement, Tim aurait séjourné en hôpital psychiatrique. Bref, il s'apprête à partir et c'est là qu'il remarque un truc dont il se souviendra pour le reste de sa vie. Il se rend compte que Tim et lui se tiennent debout dans un grand cercle au milieu de la neige, un grand cercle parfaitement délimité dont l'intérieur est complètement fondu. Il n'y a pas de neige là où se trouvent Tim et Axel. C'est tellement bien délimité qu'il explique que c'est comme si quelqu'un avait allumé une énorme flamme sous le sol au centre du cercle. Et là, Axel, dans sa tête, il y a tout qui se mélange et il se met à faire une petite crise d'angoisse. Il comprend pas ce qui se passe, il comprend pas pourquoi il y a ce truc par terre, il est un peu en bad aussi à cause du discours que vient d'avoir Tim en face de lui. Bref, c'est un peu la merde dans sa tête, mais heureusement, il y a un collègue au même moment qui arrive en renfort parce que c'est la procédure quand on tombe sur quelqu'un qui a des antécédents psychiatriques. Son collègue est tellement calme qu'Axel, heureusement, il redescend en pression, il reprend lui aussi son calme, mais quand même, il attend seul dans la voiture le temps que son collègue ramène Tim chez lui. Et pendant qu'il attend dans la voiture, il essaie de contacter le dispatch, la centrale, avec l'ordinateur de bord, mais l'ordinateur fonctionne pas. Il prend alors son téléphone pour appeler un autre collègue et lui raconter tout ce qui vient de se passer, puisqu'il est encore sous le choc, mais son téléphone, lui aussi, est buggé. Il arrive pas à l'allumer. Il finit par réussir à l'allumer en retirant la batterie, en la remettant, la classique, et son ami lui dit « Écoute frérot, c'est génial ce que tu viens de vivre, mais en fait, il y a une explication rationnelle, c'est juste la centrale qui a pété, quoi. Arrête d'être parano, arrête de te faire des idées, t'as juste pas eu de chance de tomber sur ce mec un peu fou au même moment, mais tout va bien. » Et là, Axel se sent comme un con. Il se dit « Putain, au bureau, on va me prendre pour l'officier zinzin qui voit des ovnis. Ils ont sûrement raison, j'ai déconné, faut que je me calme, faut que j'arrête de psychoter. » Bref, son autre collègue a fini de raccompagner Tim chez lui, il est de retour dans la voiture avec Axel, et tous les deux prennent la route et se cassent de là. Pendant plusieurs mois, Axel va éviter de retourner dans ce quartier, et surtout, il va essayer d'oublier tout ça. Et un jour, il reçoit un nouvel appel. Une alarme vient apparemment de se déclencher dans une maison située dans la même rue. Axel arrive sur place, il n'est pas retourné là-bas depuis des mois, et il va à la rencontre du propriétaire de la fameuse maison. Le propriétaire lui explique donc que l'alarme de sa maison s'est déclenchée sans raison, et que c'est pas la première fois, que c'était déjà arrivé plusieurs mois avant, après qu'une étrange lumière ait survolé sa maison. C'est bon. Depuis ce jour, Axel n'est plus jamais retourné dans ce quartier, même quand la police recevait un appel venant de là. Alors qu'était-ce, messieurs dames? Moi je crois surtout au truc d'électrique qui a explosé et qui a fait un truc chelou, électromagnétique bizarre, d'où la radio et tout qui capte plus. Mais cette histoire elle fait partie de énormément d'histoires de gens qui ont vu des trucs dans le ciel, dont certains même qui se sont réveillés après avec des cicatrices. Enfin, il y a tout un fantasme autour de ça qui est assez ouf, que ce soit vrai ou pas, que ce soit fantasmé ou rationnel, peu importe. Était-ce un nouveau véhicule secret que le gouvernement testait? Était-ce un ovni? Était-ce une manifestation
divine? On saura jamais. Bref, il est temps de passer à la dernière histoire, celle de Victoire. On est en 2012 et Anna, la meilleure amie de Victoire, l'a convaincue de partir avec elle en week-end à 900 km de chez elle, dans le nord de la Suède. Évidemment, Anna, c'est la sœurette, Victoire, elle est ravie de pouvoir voyager avec elle, donc elle accepte. Faut savoir qu'à ce moment-là, elles ont toutes les deux 21 ans et qu'elles viennent de rentrer d'un voyage en Asie qui s'est très bien passé. Anna a déjà tout prévu, elle a trouvé une super voiture pour leur road trip. L'homme qui vend la voiture a accepté de les rencontrer à l'aéroport d'Ouméa, auquel elles vont arriver à midi sous un torrent de neige. En apercevant le vendeur, Victoire a une petite gêne, c'est que le mec est habillé en chasseur. Alors, c'est pas inhabituel dans cette région et à cette époque, mais quand même, elle se dit bizarre de nous accueillir habillés comme ça. Bref, elles vont à leur rencontre et le mec est adorable. Il leur serre la main, il est souriant, il leur souhaite la bienvenue, il fait un petit tour de la voiture avec elle, il leur explique comment il a rénové la caisse et il leur montre les papiers de la révision technique la plus récente. Le mec a l'air d'être un très honnête homme. En revanche, la météo se dégrade et il fait de plus en plus froid. On parle du froid du nord de la Suède. C'est un froid qu'on connaît pas nous. Du coup, le vendeur ouvre une porte de la voiture et il leur dit bah venez, on prend la voiture et on va signer tous les papiers chez moi autour d'un café, ce sera quand même plus agréable que dans le froid glacial du nord de la Suède sur un parking vide. Ce qui est très sympa de sa part, mais Victoire, son instinct se met en alerte à ce moment-là. Elle a rien qui montre qu'elle peut potentiellement être menacée par cet homme. Pourtant, elle a une intuition bizarre, comme si tout se passait trop bien pour être vrai. Bref, nos deux amis s'assoient sur la banquette arrière de la voiture, direction chez le vendeur. Sur le trajet, l'homme n'arrête pas de parler. Alors, rien d'alarmant pour nous, mais aux yeux de Victoire, c'est assez étonnant puisque les gens du nord de la Suède ont la réputation d'être des tombes. Là, le mec fait tout l'inverse. Il leur parle des fonctionnalités de la voiture, il leur parle de la région, des lieux qu'elle pourrait visiter, de la faune locale. Bref, c'est genre un guide parfait gratos. D'ailleurs, après 20 minutes de trajet, Victoire remarque qu'elles sont en train de rouler au milieu de la forêt, sur des routes de campagne et qu'il n'y a pas de civilisation avant beaucoup de kilomètres. C'est vraiment la Suède profonde, loin des villes dont Victoire a l'habitude. Alors c'est cool, c'est aussi ça qu'on cherche en voyage, mais c'est pas forcément ça qu'on cherche en étant dans une voiture avec un inconnu. Victoire, en réalisant ça, elle a un petit coup de stress, elle se dit mais en fait on est en voiture avec un inconnu qui est au volant, qui nous amène on ne sait où, dans un territoire qu'on ne connaît pas, et on n'a prévenu personne de notre présence ici. Ça craint un peu quand même. Elle jette alors un coup d'œil à Anna pour voir si elle a le même feeling et Anna a pas du tout l'air en stress, au contraire elle a un grand sourire et elle discute avec le mec qui est en train de leur parler de la région. Nos amis arrivent enfin à destination et la voiture s'arrête à côté d'un chalet en bois autour duquel il y a rien. Elles suivent donc l'homme jusqu'à l'intérieur du chalet et il continue de leur parler sans interruption jusqu'à ce qu'il ferme la porte d'entrée derrière elle. Une fois à l'intérieur, Anna continue de lui poser des questions sur la voiture et Victoire sent que la voix de sa meilleure amie a légèrement changé, qu'elle a un ton un peu plus inquiet, comme si elle aussi elle venait de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. L'homme leur dit qu'il va faire chauffer de l'eau pour leur faire un thé pour se réchauffer et en passant à côté d'Anna, il lui glisse la main dans les cheveux et il lui fait un grand sourire. Ultime red flag. Victoire lui demande poliment si elle peut utiliser sa salle de bain et il lui ouvre alors une porte sur laquelle il y a un cœur rouge, un stickers. Elle le remercie, elle rentre dans la salle de bain, elle referme la porte derrière elle et en se lavant les mains, il y a quelque chose qui attire son attention dans le reflet du miroir. Ce quelque chose, c'est un truc qui a l'air caché derrière le ballon d'eau chaude. Victoire tire dessus et elle se retrouve alors avec un espèce de rouleau en plastique qui contient des pages. Elle ouvre le truc pour vérifier ce que c'est et là son sang se glace. En fait ce truc c'est des photos pornographiques ultra violentes qui ont été découpées de plusieurs magazines différents, collées sur du papier et entourées de plusieurs textes écrits à la main. C'est donc pas un truc qu'on trouve chez n'importe qui. Et ces fameux textes écrits à la main, ils parlent de l'horrible histoire d'une femme qui aurait été attirée par la promesse d'une voiture d'occasion vendue pas cher avant que ça se transforme en une véritable histoire d'horreur. Heureusement pour elle, et Victoire nous dit que ça va nous sembler stupide, moi je trouve pas. À force de voyager ensemble avec Anna, elles ont mis au point un code secret qu'elles utilisent que lorsqu'elles doivent se sortir d'une mauvaise situation. Alors elle nous explique que jusque là elles avaient jamais besoin de l'utiliser, que même elle se permettait de faire quelques blagues sur ça, mais que là ça lui semblait justifié enfin de l'utiliser. Victoire sort donc de la salle de bain en comprenant qu'elles sont absolument pas en sécurité ici, elle et Anna. Alors elle regarde Anna et elle lui dit des pommes de terre. On a oublié d'acheter des pommes de terre. Anna la regarde droit dans les yeux et tout de suite dans son regard, Victoire comprend qu'elle a compris, qu'elle a capté que c'est pas du tout une blague là, qu'elle utilise premier degré leur code secret. Anna lui répond donc « Ah oui merde, on y va maintenant ?» Et Victoire lui dit « Ouais, en plus ça risque de fermer, il est déjà tard. » Du bluff. Il est 14h, ça risque pas de fermer. Anna prend tellement au sérieux le code secret qu'elle fait l'actrice là, elle fait un move incroyable. Elle va jusque dans la cuisine, elle tape sur l'épaule de l'homme et elle lui demande s'il peut lui passer les clés de la voiture pour qu'elle vérifie l'état de la courroie. L'homme répond qu'elle est en très bon état mais qu'elle peut checker d'elle-même si elle le souhaite et il lui donne les clés. Elles sortent toutes les deux de la maison, elles rentrent dans la voiture, elles allument le moteur et elles bombardent. Dans la voiture, Victoire explique à Anna pourquoi elle a utilisé le code secret, parce qu'elle était convaincue sur le moment que si elles restaient là, elles allaient mourir. Après 20 minutes de route dans l'autre sens, elles arrivent donc à l'aéroport et elles abandonnent la voiture. Et là, elles se disent quand même, putain, ce qu'on vient de faire, c'est un peu une dinguerie si le mec est innocent, si ton instinct a merdé. Elles se disent que si le mec porte plainte pour vol, elles sont sacrément dans la merde. Et justifier le vol d'une voiture devant la police par le fait que t'as vu un magazine bizarre dans sa salle de bain, elles sont pas très sûres que ça passe. Alors comment l'histoire finit? Bonne nouvelle, le mec ne les a pas suivies jusqu'à l'aéroport. Et il n'a pas non plus
porter plainte. Ce qui pour elle montre qu'il avait très certainement de mauvaises intentions. C'est-à-dire personnellement je suis innocent, je te ramène chez moi pour te faire un thé avant de te vendre une voiture, tu me la voles. Bon, j'appelle les keufs. Bref, ce qu'il faut retenir au-delà du fait, encore une fois, que faut se fier à son instinct, quitte à faire une énorme erreur. Bon, là, après, la connerie qu'elles ont fait, c'était monumental quand même. Si le mec était vraiment innocent, on était sur une vraie bêtise. Mais surtout, ce truc de code secret, moi, ça m'a sorti de situation chiante, mais pas dangereuse. Elle, ça leur a potentiellement, ce jour-là, vraiment sauvé la vie. Spoiler, c'est la fin de ce thread d'horreur. J'espère que ça vous a plu, c'était 3 histoires très très cool et j'aimerais beaucoup, je sais que je reste bloqué sur cette deuxième histoire avec le truc de lumière dans le ciel et tout, mais il y a énormément de gens qui parlent de trucs comme ça et qui ont vécu des trucs chelous avec ça. Si vous ou un proche avez vécu ça, mettez-le dans les commentaires, ça peut être grave intéressant, ça peut faire un mini Reddit là dans les commentaires de cette vidéo. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos, on se retrouve dans un mois pour le prochain thread d'horreur. Prenez soin de vous. Ce perso est cauchemardesque, mais vraiment. Eh bien, bienvenue à tous pour passer une mauvaise nuit. J'espère que vous regardez cette vidéo le soir. Si c'est pas le cas, mettez-la en pause. Revenez à 23h et faites play à 23h, ok? On fait comme ça. Personne ne va le faire. 3 histoires d'horreur vraies. Épisode 454, car le concept marche bien. J'ai lu pas mal d'histoires d'horreur ces derniers temps. Beaucoup. Je vous avoue, en plus, moi, ayant joué à des jeux d'horreur, je le rappelle, je suis pas forcément très sensible à certaines histoires. Donc, c'est compliqué de me faire vraiment flipper avec juste un texte écrit. Mais j'ai trouvé des choses très badantes. Il y a toujours une mécanique précisément qui me fait flipper, qui me donne des frissons et que je déteste. C'est la fameuse intrusion. Par intrusion, je veux dire intrusion chez quelqu'un. Donc quelqu'un qui vient chez toi alors que c'est chez toi et que tu sais pas qui c'est et il est là. Et cette mécanique là, ça me fait vraiment flipper. Il y a 2 histoires qui traitent de ça et une autre qui traite d'autre chose d'encore plus badant. Bref, messieurs dames, installez-vous confortablement dans votre lit, éteignez les lumières et allons-y. Et là, si j'étais un youtubeur stylé, il y aurait une intro dédiée à ce type de vidéo là. Première histoire très courte. Baptiste vit à New York, il habite au 2e étage d'un immeuble qui fait juste 3 étages. Il est donc au milieu. Ils ont un vide sanitaire qui connecte du coup ces 3 appartements entre eux. Petit schéma à l'appui. Approximatif. Il explique que ni lui ni ses voisins ne savent réellement pourquoi cette pièce existe et quel intérêt elle a finalement, mais qu'en tout cas, aucun d'eux n'y va et aucun d'eux ne l'utilise. Vous sentez le problème arrivé avec cette pièce, vous le sentez ou pas? Un soir, Baptiste rentre chez lui, il arrive dans son salon et il voit une femme debout sur son escalier de secours qui regarde par la fenêtre. On est à New York et à New York, il y a des escaliers issus de secours au cas où il y a un feu. Et du coup, quand tu empruntes ces escaliers, bah tu passes devant la fenêtre des gens quoi. Cette femme est donc là debout à regarder par la vitre et c'est quand même bizarre parce qu'il faisait encore jour et surtout comment elle a fait pour arriver sur ces escaliers de secours. En bas, vous savez, il y a une échelle sur un rail qui s'amène vers le sol et bref, elle a réussi à s'y démerder, elle est là, on sait pas trop comment. Mais on se doute que du coup, ses intentions ne sont pas incroyables bienveillante. C'est le moins que nous puissions dire. Baptiste s'est jeté par terre et s'est mis à ramper pour atteindre son téléphone tout en regardant la femme qui était sur les escaliers et qui essayait de trouver un moyen d'ouvrir les fenêtres de Baptiste. Ça y est, j'ai peur, c'est officiel. Les petits regards derrière. Baptiste a enfin pu aller dans sa chambre pour choper son téléphone et pour appeler le propriétaire de l'appartement afin qu'ils appellent la police et qu'il y ait une enquête sur ça quoi. Après ça, Baptiste est retourné dans son salon pour voir si elle était encore là et non, aucun visuel. Mais d'un coup, il a entendu un gros bruit qui venait de son plafond. Il explique que son plafond, c'est un plafond fait en dalles de liège. Vous savez, c'est les trucs qu'on peut soulever et décaler. C'est les plafonds les moins rassurants du monde, qu'on se le dise. Après avoir entendu du bruit venir de là-haut, il a donc regardé ce qui se passait là d'où venait le bruit et il a vu une dalle se soulever, être décalée sur le côté et il a vu le reflet de la lumière dans ce qui s'apparentait à être 2 yeux dans le noir. Il y a vraiment des bruits, putain. Il explique alors qu'il a aucune idée de comment elle a fait pour atteindre le fameux vide sanitaire, mais qu'il a chopé un balai et qu'il a commencé à taper dans toutes les putains de dalles de son plafond. Et après un autre long moment, il a arrêté, il a compris qu'elle n'était plus là et il s'est décidé du coup à appeler lui-même la police et à leur dire de rappliquer en vitesse pour enquêter. Mais malheureusement, ça n'a rien donné. Les flics sont venus, ils ont checké les chambres, le salon, le vide sanitaire, le faux plafond, l'issue de secours et ça n'a rien donné. Mais Baptiste a eu des news quelques jours plus tard de la police puisqu'ils l'ont trouvé dans les escaliers de secours d'un autre appartement très proche de chez lui. Ils lui ont dit que c'était en fait une personne qui se droguait et qu'elle avait été extrêmement violente à leur égard quand ils ont voulu l'arrêter. Baptiste explique qu'il est bien content qu'elle ait été chopée, mais qu'il sait pas si c'était vraiment elle dans son faux plafond ou pas. Donc ça se trouve, la personne qui était dans son faux plafond est toujours en totale liberté. Yes! C'est bon, vous êtes prêts à passer aux vraies histoires terribles maintenant? Vous êtes sûr que vous êtes prêts? Je vous laisse 2 secondes pour réfléchir.
on y va. Lucie a rencontré, comme beaucoup de filles, un mec sur Tinder qui lui plaît. Ils se sont parlé pendant plusieurs semaines sans se voir en vrai et ils ont même découvert qu'ils avaient quelques amis en commun, ce qui est un truc plutôt rassurant quand tu rencontres quelqu'un sur Tinder finalement. Tu te dis bon, on a quand même des connexions indirectes, donc logiquement je risque pas de me faire tuer par cette personne quoi. Si tu prends le cas extrême. Lucie explique qu'un soir elle était un peu en déprime et elle avait envie de voir quelqu'un. Elle a donc appelé un Uber et elle a décidé d'aller chez ce mec qui s'appelle Tim. Une fois sur place, ils ont commencé par discuter devant la maison ensemble et Lucie a trouvé que le courant passait encore mieux en vrai. Elle était ravie. N'est-ce pas trop parfait comme début d'histoire? Si. Elle lui a notamment parlé de ses problèmes de santé et ça a beaucoup touché Tim étant donné que sa sœur est décédée et qu'elle avait une maladie proche de celle de Lucie. Ce détail a son importance. Ils sont donc rentrés dans la maison et en entrant, première remarque de Lucie, la maison ressemblait en gros à une sorte d'unité de stockage mais avec plein de trucs partout, très encombré. Tim l'a alors emmené dans sa chambre pour Netflix and chill, vous connaissez? Ils se sont posés dans le lit, ils ont parlé pendant pas mal de temps. La soirée se finit normalement et tous deux s'endorment dans le lit de Tim. Et elle a aucune remarque spéciale à faire à part que c'était un peu féminin comme déco etc. Mais bon, il fait ce qu'il veut. Mais alors, où ça cloche Lucas? Attendez qu'elle se réveille. Lucie se réveille vers 10h du mat à cause d'une horrible odeur. Elle explique que ça sentait comme s'il y avait 1000 rats décédés sous le plancher de la maison. La nuit étant passée, Lucie n'avait plus d'alcool dans le sang, elle avait totalement décuvé et elle avait donc un meilleur sens de l'observation. Elle se met à regarder autour d'elle et elle remarque que dans la penderie, il n'y a que des vêtements de filles. Elle va d'abord se dire que Tim a une copine et que c'est les fringues de sa copine et que du coup il a trompé sa meuf avec elle et c'est chaud. Elle s'est alors assise sur le lit et elle a regardé l'oreiller sur lequel elle venait de passer la nuit. Et elle constate qu'il n'y avait pas de thé d'oreiller sur l'oreiller et que surtout il y avait du sang, du vieux sang séché, comme si quelqu'un avait toussé du sang sur son oreiller en pleine nuit. Et c'est là qu'elle a une sorte de déclic. Elle a vu les vêtements de filles dans la penderie, elle se souvient que Tim lui a parlé de sa sœur qui était décédée d'une maladie. Eureka, elle comprend qu'elle est probablement dans la chambre de la sœur de Tim. Elle lui demande alors avec délicatesse si ils viennent de dormir dans la chambre de sa sœur ou pas. Et Tim lui répond que oui, c'est bel et bien la chambre de sa sœur et qu'il n'a rien changé ni lavé depuis qu'elle est décédée. Et que c'est l'endroit où elle est décédée dans ses bras. Et il explique ensuite à Lucie qu'elle lui rappelle énormément sa sœur, qu'il est vraiment amoureux d'elle. Là ça commence à être très creepy. Lucie explique qu'elle se sentait très triste pour lui, que ce mec là a dû traverser un truc terrible, mais qu'elle pouvait pas rester là quoi, qu'il fallait qu'elle s'en aille. C'était trop pour elle. Elle rentre chez elle et elle décide de pas couper les ponts, elle garde contact, il parle encore un petit peu. Et après quelques semaines, elle relance pour X raison l'application Find My Friends. C'est une application qui permet de géolocaliser tes amis. Elle lance l'appli, elle remarque un truc horrible. Sa location à elle a été partagée avec Tim la nuit où elle a dormi chez lui. Ce qui veut clairement dire que Tim, pendant qu'elle dormait, a pris son téléphone et a activé ça dans l'appli. Elle a alors appelé Tim pour lui expliquer sa découverte et pour lui dire qu'elle voulait plus lui parler, que ce genre de comportement c'est juste pas possible. Et c'est là que Tim a complètement changé de personnalité et qui s'est mis à vouloir la faire complètement culpabiliser, qui s'est mis à dire des trucs du style non mais tu peux pas croire que j'ai fait ça, c'est des bêtises. T'es vraiment une connasse qui me jette juste parce que mon chat est mort récemment. Quel est le rapport? Alors voilà, c'était l'histoire de Lucie et de Tim, sacré prince charmant. Et c'était quoi cette odeur? Est-ce qu'il a buté son chat? Est-ce qu'il a séquestré on sait pas qui? Putain c'est glauque. On n'aura jamais la réponse et j'espère qu'on ne croisera jamais son chemin. Alors les amis, il est maintenant temps de passer à la troisième histoire, celle où il y a giga méga intrusion. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Mathilde, mariée à Valentin depuis plusieurs années. Rassurez-vous, Valentin est un homme charmant et très correct. Et le truc creepy ne vient pas de lui. Mathilde est tombée malade, genre une grosse maladie qui la cloue au lit. Et Valentin a voulu qu'elle prenne du repos pour se remettre de cette maladie. Ça rend toujours triste quand tu vois ton mec ou ta meuf qui est trop mal à cause d'une maladie. Tu lui souhaites le meilleur, tu veux qu'il se rétablisse, donc voilà, tu le pouponnes un peu. Les parents de Mathilde voulant voir leur petit-fils, Valentin s'est rendu chez eux avec le bébé et a donc laissé Mathilde se reposer tranquillement à la maison. Quelques heures plus tard, Mathilde se réveille parce qu'elle a des douleurs à la poitrine parce qu'elle doit allaiter et évacuer. Et elle a ce fameux dilemme du comme quand t'as envie de faire pipi en pleine nuit ou tôt le matin. Oh j'ai la flemme, je suis tellement bien. Ouais mais faut que j'y aille, je pourrais pas dormir tant que j'y vais pas. Ouais mais j'ai la flemme. Mais la version poitrine qui fait mal quoi. Donc je pense que c'est encore plus désagréable. Après je n'en sais rien, vous en doutez. Au bout d'un petit moment, elle commence à être bien réveillée et elle se rend compte qu'il fait très froid dans la maison. Elle ouvre les yeux et elle entend la porte d'entrée se fermer. Elle est donc contente parce qu'elle se dit putain je me réveille au moment où Valentin rentre, c'est cool. Elle appelle alors Valentin et zéro réponse. Elle allume la lumière de la chambre, elle allume la lumière de la cuisine, elle allume toutes les lumières qu'elle peut allumer pour vérifier qu'elle est bien seule et il y a personne dans la maison. Elle check si la porte d'entrée verrouillée, bref tout va bien. J'ai peur, c'est ça va pas pardon. Elle sait que c'était pas un rêve donc elle envoie un message à Valentin pour lui dire putain j'ai peur il s'est passé un truc bizarre. Peu de temps après Valentin rentre, elle lui explique de vive voix, il mange et Valentin reste dans le salon pour dormir avec le bébé alors que Mathilde elle dort dans la chambre. Tout simplement pour que Mathilde puisse faire une nuit correcte, pour qu'elle puisse se reposer vraiment parce qu'un bébé comme vous le savez ça pleure et elle a clairement pas besoin de ça vu comme elle est malade. Avant de dormir, Valentin s'assure que la porte d'entrée est fermée, s'assure que toutes les fenêtres sont bien verrouillées et chacun va se coucher. Mathilde se réveille vers 2h du matin à nouveau parce qu'elle doit extraire, elle a mal et elle
ressent la même chose que quelques heures avant quand elle s'est réveillée et qu'elle était pas bien, pas à l'aise du tout. Et elle voit une silhouette au bord de son lit. Quelqu'un est là, au pied du lit, et il fait la même taille et la même corpulence que Valentin, son mari. Elle lui demande donc d'aller lui chercher un verre d'eau pendant qu'elle se prépare à évacuer. Mais Valentin reste immobile et ne lui répond pas. Elle lui redemande donc d'aller lui chercher un verre d'eau. Et Valentin lui répond alors: non, non, rendors-toi, j'aime bien te regarder dormir. Sauf que ce n'est pas la voix de Valentin. Mathilde se rue sur sa lampe de chevet pour l'allumer et elle voit un mec parfaitement inconnu qui se met à rigoler face à elle. Non, n'essaie pas d'évacuer la peur par le nez, ça ne marchera pas. Valentin entend le rire, ça le réveille, il court rejoindre Mathilde dans la chambre et malheureusement le mec a réussi à prendre la fuite avant même que Valentin arrive dans la chambre. Mathilde et Valentin ont donc tout de suite appelé la police. Étant à l'étage, la chambre elle est quand même pas mal haute et ils ont pas réussi à comprendre comment le mec a fait pour venir et aussi pour partir sans se blesser en ayant sauté cette hauteur. Bref, il y a eu investigation et quelques années après ça n'a toujours rien donné. Ils ont jamais retrouvé ce mec qui continue probablement à faire ça dans le quartier. En gros, Mathilde a rencontré un mec qui adore s'introduire chez les gens en cachette et regarder les femmes dormir. C'est bon pour vous? C'est tellement badant. Vous imaginez le traumatisme que tu te prends dans la gueule quand tu vis ça? C'est horrible. C'est la fin les amis de ce 3e épisode des 3 histoires terrifiantes. J'espère que ça vous a plu. On en fait un tous les mois. Voilà, c'est le petit rythme qu'on a. Ça me plaît, ça me permet d'attendre qu'il y ait vraiment des histoires cool à raconter et pas des trucs pas ouf. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, un peu moins flippante, ne vous en faites pas. Et je vous souhaite une très bonne nuit, une excellente nuit. Vraiment fermez bien les yeux. Regardez pas au pied de votre lit si vous vous réveillez en pleine nuit, ne regardez pas. À bientôt tout le monde, bonne nuit. Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Nouveau thread d'horreur, 3 histoires encore une fois. Peut-être qu'un jour je referai des vidéos comme à l'époque où on traitait qu'une seule histoire dans une vidéo de 15 minutes. Mais d'un autre côté, les histoires qui font peur, chacun est sensible à des mécaniques différentes. Donc j'aime bien en faire 3. Comme ça je sais que tout le monde a été touché par au moins l'une des 3. Aujourd'hui au rendez-vous, la première est folle, la deuxième est très différente de ce qu'on a pu voir habituellement. C'est vraiment chelou. Et la troisième est un peu plus classique mais je sais pas, c'est très bien raconté et il y a un peu de rebondissement à un moment, enfin j'aime bien. Et attention, aujourd'hui ce ne sont que des histoires qui sont arrivés à des francophones, à une belge plus précisément et à 2 français. Donc vous n'êtes pas à l'abri, attention. On commence donc avec notre amie belge Elena qui a maintenant 28 ans mais qui en avait 18 au moment des faits. Situation classique, Elena est invitée par une amie à elle à une soirée, sauf que la soirée se situe à 1 heure de chez elle, donc elle a un peu la flemme, sachant qu'en plus de ça, elle connaît personne à la soirée à part l'ami qui l'invite. Et vous savez ces moments où t'as pas trop envie de te sociabiliser, on connaît. Elle finit quand même par se motiver et par y aller et devinez quoi, la soirée se passe très bien. Elle s'amuse bien et surtout elle ne boit pas puisqu'elle est venue en voiture et elle compte rentrer chez elle le soir même en toute sûreté. Il est 4 h du matin, c'est la fin de la soirée et elle rejoint sa voiture qui est une vieille voiture des années 90 qu'elle a achetée avec son salaire de job d'étudiant. Mais sa voiture elle est pas garée sur le trottoir juste en bas de la soirée parce que la soirée a eu lieu dans une vieille distillerie. Du coup il y a quelques minutes de marche à faire pour qu'elle rejoigne sa voiture, sachant qu'on est à la campagne, c'est pas éclairé. Donc déjà elle se chie un peu dessus Elena. Mais c'est rien par rapport à ce qui arrive. Elle arrive finalement devant sa voiture, elle met sa clé dans la portière et la petite clim, la voiture était déjà déverrouillée. Elena elle se dit attends bizarre, j'ai jamais oublié de verrouiller ma voiture. Bon ça peut arriver, heureusement personne me l'a volé. Elle s'assoit à la place du conducteur, elle pose son sac à main à la place du passager avant. Et puis en posant son sac à main, du coin de l'œil, elle voit des jambes sur sa banquette arrière. Ce truc là je l'ai vu que dans des films, perso. Alors elle ignore pas, elle se retourne et elle voit une femme allongée sur sa banquette arrière. Screamer. Elena évidemment est terrifiée donc elle lui hurle dessus et lui demande qu'est-ce qu'elle fout sur sa banquette arrière. La fille du coup sursaute sous les cris d'Elena, elle s'excuse et elle lui explique la situation. En fait cette fille était elle aussi invitée à la même soirée qu'Elena et elle y allait en train, pas en voiture, sauf qu'au moment de partir elle a raté le dernier train retour et donc elle a décidé de rentrer dans la première voiture déverrouillée qu'elle croisait pour y dormir et y passer la nuit. Face à ces explications évidemment Elena elle s'en veut de lui avoir gueulé dessus. Pour se rattraper elle propose à cette fille de la ramener chez elle. Sympa la Elena. Elle l'invite donc à s'asseoir devant avec elle et c'est parti pour la ramener à la maison. Et au fil de la discussion, la fille qui est assise à côté d'elle, elle se met un peu à se contredire dans ce qu'elle dit, comme si elle s'inventait une vie. Mais heureusement, après quelques minutes de route, elle arrive enfin sur des routes un peu moins rurales et des trucs un peu plus éclairés. Malheureusement, maintenant qu'Elena voit un petit peu mieux la fille à côté d'elle dans la voiture, grâce à la lueur des éclairages de la route, elle remarque que les jambes de la fille qu'elle est en train de ramener chez elle sont extrêmement poilues. Mais poilu comme les jambes d'un homme, pas d'une femme qui s'épilerait pas. À tel point qu'Elena réalise qu'en fait la fille qu'elle est en train de ramener chez elle est un homme qui prétend être une fille pour des raisons qu'elle ignore à l'heure actuelle. Mais des raisons qui sont probablement malveillantes au vu de toutes les contradictions qu'il y avait dans son discours et d'à quel point la personne paraît tendue, comme si elle s'apprêtait à faire un truc pas bien du tout. Elena est terrorisée évidemment, mais en même temps elle est bloquée dans une voiture à 100 km/h avec cette personne. Donc si elle commence à paniquer, à lui hurler dessus en lui demandant des explications, elle a peur de créer une réaction agressive chez cette personne, bref c'est la merde. Et c'est donc tout naturellement qu'Elena va volontairement provoquer un petit accident.
Un petit accident de sorte à ce que personne ne soit blessé, mais qui justifie le fait qu'Elena appelle la police. Trop malin. Elena s'excuse, elle dit merde, j'ai perdu le contrôle de la voiture, je suis désolée. Elle prétend être sous le choc, alors qu'en fait elle est surtout sous le choc d'être seule au milieu de nulle part avec cet inconnu. Elle lui dit que la voiture est endommagée et qu'elle doit donc appeler la police. Et en lui disant ça, l'inconnu avec elle lui dit tout de suite non non, pas besoin d'appeler la police, j'ai un ami qui habite pas loin, je vais l'appeler, il va venir nous aider. Ce qui est clairement le pire truc étant avec l'inconnu dise à ce moment-là. Sauf que pendant que l'inconnu lui répondait ça, Elena, elle, avait déjà tapé le 17 et était déjà en train d'appeler. Et heureusement la police a répondu immédiatement. Elle commence donc à leur parler au téléphone et elle a à peine le temps de leur dire 2 phrases qu'en se retournant, elle voit que l'inconnu est en train de partir en courant. À ce moment-là, Elena comprend donc qu'elle était bel et bien en danger et que cette personne était mal intentionnée et elle fond en larmes. Elle explique tout à la policière au bout du fil, qui lui explique qu'une équipe est juste à côté d'elle et que d'ici 5 minutes, elle devrait être sur les lieux. La police arrive sur les lieux, Elena est cachée derrière sa voiture, elle avait très peur pendant ces 5 minutes que l'inconnu revienne, peut-être accompagné de son fameux ami, et donc elle leur explique tout. Et puis la police décide de fouiller la voiture d'Elena au cas où il y a des éléments qui leur permettent de retrouver l'individu. Ils ouvrent le coffre et en découvrant ce qu'il y a dans son coffre, Elena se décompose. Parce qu'à l'intérieur se trouve une bâche et une pelle. C'est bon. En voyant ça, la police dit à Elena, en fait là vous avez eu énormément de chance. Là le petit incident que vous venez de provoquer et qui a justifié votre appel à la police, il vient de vous sauver la vie, littéralement. Ce soir-là, heureusement, Elena rentre chez elle saine et sauve, mais elle reste terrorisée par ce qu'elle a vécu avec cet inconnu. Et surtout, elle fait partie des gens qui n'ont pas eu d'explication, c'est-à-dire qu'elle ne l'a jamais revu, elle a plus jamais entendu parler de lui. Elena précise aussi, et c'est important de le préciser, qu'elle a rien du tout contre les transgenres, les transsexuels, les travestis, peu importe. Elle explique juste qu'à ce moment-là, elle a compris que cette personne-là ne faisait pas partie de cette catégorie de personnes et qu'il s'agissait juste d'un mec vulgairement déguisé en femme dans le but que ses futures victimes baissent leur garde et qu'il puisse leur faire du mal plus facilement. Bref, c'est la fin de cette première histoire et devinez quoi, elle me met particulièrement mal parce que j'ai un peu ce traumatisme de la banquette arrière à cause de plein de films que j'ai vus où souvent quand je retourne dans ma voiture dans un parking, je colle ma vitre à la fenêtre arrière pour être sûr qu'il y ait personne dedans. Et si je vois un visage, bah je repars, je laisse la voiture, je l'abandonne, je pars. Messieurs dames, il est temps de passer à la deuxième histoire et vous allez comprendre pourquoi je l'ai choisi. Rémi vit seul chez sa mère depuis toujours, dans sa ville natale, une petite ville de province dans laquelle il a fait ses études, sauf que là il rentre dans sa 4e année d'études, il doit donc trouver un stage et il a trouvé un stage en marketing dans une ville un peu plus loin que sa ville natale. Du coup, 2 options s'offrent à lui. La première, la moins pratique, c'est de rester vivre chez sa mère et de faire 1h30 de trajet chaque matin et chaque soir pour se rendre sur son lieu de stage. La deuxième option, qui est sans doute la plus pratique, c'est de trouver un logement près de l'entreprise de manière à éviter de se taper le trajet tous les jours. Et il y a aussi quelque chose qui penche en faveur de cette deuxième option, c'est le fait qu'un ancien ami de sa mère est propriétaire d'une maison 3 pièces juste à côté de l'entreprise dans laquelle Rémi fait son stage. Bref, tout ça le fait pencher définitivement en faveur de cette deuxième option et Rémi prend son nouveau départ. La première semaine est difficile, il est seul dans une maison qui est à moitié vide, il a pas encore eu le temps de ramener toutes ses affaires de chez sa mère et donc le week-end suivant, il décide d'aller adopter un chat pour avoir de la compagnie et se sentir moins seul. Il décide de l'appeler Kawi et c'est là que l'histoire commence vraiment. La deuxième semaine, Rémi rencontre Simon. Simon habite la maison d'à côté, il a la trentaine, il fait près de 100 kilos, il en impose, mais Rémi explique que, je sais pas, Simon a l'air sympa, il a un visage un peu niais, ce qui le rend sympathique. Un peu méchant de dire ça, on est d'accord. Le week-end arrive et Rémi, qui a pas envie d'être seul pour le week-end, le passe chez sa mère. Et en rentrant de chez sa mère dimanche soir, en arrivant sur son palier, Rémi découvre une bière fraîche posée là, sur son paillasson, avec un petit mot sur lequel il y a marqué « Si tu en veux d'autres, tu sais où me trouver, clin d'œil, Simon ». Mais quel chic voisin ce Simon. Ils se recroisent à l'occasion d'une balade de Rémi avec Kawi. Oui, balade son chat. Ça fait rire Simon qui lui dit en retour de faire bien attention à son chat parce qu'il y a eu pas mal de disparitions de chats ces derniers mois dans le quartier. Et c'est effectivement ce que Rémi a remarqué en baladant son chat, à savoir des avis de disparition à pas mal d'endroits. C'est donc tout naturellement que plus le temps passe, plus Rémi a confiance en Simon. Et en plus de ça, Kawi aime bien Simon. Et ça, les propriétaires d'animaux, vous le savez, ça nous touche quand notre animal il aime bien quelqu'un et que ça se voit. On a naturellement encore plus confiance en ce quelqu'un. À force de se croiser, Rémi en a appris un peu plus sur Simon, normal. Et il serait apparemment un ancien cariste au chômage depuis plusieurs mois qui serait en train de monter sa propre affaire. Le temps passe, les semaines passent, Kawi sort maintenant tout seul de la maison et il revient tous les soirs. Et durant ces semaines, Rémi remarque un truc bizarre et remarque que souvent la journée, il y a pas mal de gens qui passent dans la maison, mais il n'y a pas Simon. Il en aurait donc parlé à Simon lors de leur rencontre et Simon aurait expliqué ça par le fait qu'en fait c'est pas sa maison à lui, c'est celle de son père et elle est en vente depuis un moment, ce qui explique qu'il y ait pas mal de passages à l'intérieur la journée, passages de futurs acheteurs. Mais un jour, problème. Contrairement à tous les autres matins, Kawi n'est pas rentré chez lui. Dans un premier temps, ça va pas du tout inquiéter Rémi qui se dit « Bon, c'est pas grave, je vais aller au travail et il va probablement rentrer dans la journée. » Sauf qu'en rentrant du travail à 17h, il y a toujours pas de Kawi à la maison. Ce soir-là, Rémi doit aller chez sa nouvelle copine dont il est apparemment très amoureux. Mais suite à la disparition de Kawi, il va l'appeler pour lui expliquer que il annule. Il a clairement pas la tête à ça alors qu'il vient de perdre son animal. Il toque donc chez Simon et là, chose qui lui est jamais arrivée avant, il attend 1 minute avant que Simon vienne lui ouvrir. Et Rémi remarque tout de suite quelque chose de chelou, c'est que Simon il a des gants en latex noir.
En voyant Rémi, Simon il a l'air vachement surpris, il a pas l'air à l'aise du tout et instinctivement il fait rentrer Rémi chez lui. Et en rentrant chez lui, Rémi il ressent un truc bizarre puisque tout est vide. Simon commence à engager une discussion très cringe avec Rémi, une discussion qu'on sent un peu forcée. Et pendant qu'il lui parle, il regarde Rémi droit dans les yeux comme pour essayer de voir si dans son regard Rémi acquiesce et croit à ce qu'il dit. Au bout d'un moment, Rémi pose sa main sur l'épaule de Simon et lui dit écoute, je suis là parce que ce soir je dois aller chez ma copine, mais j'ai un problème. Et il a pas le temps de finir son explication qu'il entend des griffures contre la porte de l'une des deux chambres fermées. Simon remarque que Rémi regarde en direction de la chambre fermée, et là il y a un blanc. Un blanc qui se termine par la sonnerie du téléphone de Rémi, parce que sa copine l'appelle. Rémi décroche et fait signe à Simon que c'est un coup de fil important et qu'il va sur le perron pour y répondre. Et sur le perron, Rémi fait un truc très malin. Il commence à discuter avec sa copine au bout du fil et il lui dit écoute, je dois régler un truc avant de venir, je serai sûrement un peu en retard. Actuellement je suis chez Simon, tu sais le voisin dont je t'ai parlé, je devrais régler ça assez rapidement, mais si t'as pas de news d'ici une demi-heure, c'est qu'il y a un problème. On est clairement sur une masterclass. Et en re-rentrant dans la maison, il tombe sur Simon qui tient Kawi dans ses bras. Sauf que Kawi n'est pas en mode câlin là, il a les poils hérissés, il est terrorisé, il a clairement peur de Simon. Simon prend tout de suite la parole et il lui explique que Kawi est venu gratter à sa porte en pleine nuit et que donc tout naturellement il lui a ouvert et il l'a accueilli. Et puis immédiatement il tente de justifier l'état de Kawi en lui expliquant qu'il a dû faire des travaux dans la maison, il a dû percer des trucs etc. Et que le bruit a dû énormément stresser Kawi, d'où son état. Bref, Rémi comprend qu'il y a un énorme blême, il récupère Kawi et il va avec son chat chez sa copine. À partir de là, pendant 2 semaines, Rémi ne va plus croiser Simon. Une après-midi, Rémi voit une nouvelle fois du monde à l'intérieur de la maison et il décide ce jour-là d'aller toquer pour leur parler, ou plutôt pour parler à la personne qu'il pense être le père de Simon. Et lors de cette discussion, Rémi découvre la vérité. Cet homme déjà lui explique qu'il n'a pas d'enfant, ce n'est pas le père de Simon. En revanche, il lui confirme que c'est bel et bien sa maison à lui et qu'il a fait faire des travaux d'aménagement il y a de ça quelques mois. Rémi lui explique l'histoire et lui décrit Simon. Et immédiatement, l'homme voit de qui il parle. La description physique que lui fait Rémi correspond à celle d'un ouvrier qui serait venu poser du carrelage il y a de ça déjà plusieurs mois. N'étant pas content du travail effectué, le propriétaire se serait plaint auprès de l'entreprise et le patron de l'entreprise de travaux lui aurait expliqué que c'est pas le premier client qui se plaint du travail de cet ouvrier et qu'il allait le renvoyer pour faute professionnelle. Rémi et le propriétaire comprennent donc que Simon a gardé un double des clés après s'être fait renvoyer et est venu dormir là sans aucune autorisation. Rémi est choqué, mais à partir de là, il ne croise plus Simon. Et les prochaines news qu'il va avoir de lui, c'est quelques mois plus tard. Il aurait appris que Simon se serait fait arrêter par la police dans un village voisin après avoir essayé d'enlever un chien en pleine nuit. La police aurait révélé plus tard que Simon se trouve être en fait un psychopathe qui trouverait du plaisir sexuel dans la torture d'animaux. Il n'aurait en revanche, à moins qu'on l'ait pas encore découvert, jamais franchi le pas sur le meurtre d'humains. Rémi est quand même content d'avoir croisé Simon parce que lors de toutes leurs discussions de voisins quand ils se croisaient, Simon lui donnait de bons conseils pour aller séduire la fille qui lui plaisait tant au travail et qui est devenue sa copine et qu'il est toujours au moment où il raconte cette histoire. Bref, il arrive à en tirer du positif et pour ça, respect Rémi et merci pour ton histoire. Messieurs dames, il est maintenant temps de passer à la dernière histoire, celle de Aldric qui est mon pire cauchemar et le vôtre aussi. Quelques années avant de raconter cette histoire, Aldric fait une énorme soirée avec des potes à lui. Et Aldric, quand c'est une fin de soirée, peu importe l'heure qu'il est, il veut rentrer chez lui pour dormir dans son lit. Il a un peu la flemme de dormir par terre chez un pote ou dans le canapé. Normal. Il habite à la campagne, donc il marche dans des zones qui sont très peu éclairées, il passe à côté des champs, etc. Mais tout se passe bien pendant 1 kilomètre. Et il précise, même si c'est pas bien, qu'au moment où ça arrive, on est encore en pleine période de couvre-feu. C'est-à-dire que dehors, il y a vraiment personne et que s'il y a quelqu'un, t'es pas rassuré. Bref, après tous les petits chemins de campagne, Aldric arrive enfin dans une rue qui est normalement très légèrement éclairée, mais là elle est beaucoup plus éclairée qu'habituellement. Parce que dans cette rue se trouve une voiture avec les pleins phares allumés. Et Aldric, il aperçoit 3 personnes dedans. Ou plutôt 3 silhouettes, il n'y a pas assez de lumière pour distinguer des visages. Et pour une fois, un mec d'un trait d'horreur va faire ce que nous on aurait fait. Aldric il part en courant. Ciao. Et pendant qu'il court, il entend que la voiture maintenant ne roule plus doucement, elle accélère pleine balle. À ce moment-là, en plein sprint, Aldric il se dit ok, je suis mort, je vais me faire dépouiller. Et puis, à un moment donné, il se retourne et il voit que sur la voiture se trouve un gyrophare. Bah alors Aldric, tu es juste dehors en plein couvre-feu sous l'effet de l'alcool et de la weed. Tout va bien? Il se fait donc contrôler par la BAC, il leur explique qu'il était à une soirée à telle adresse, qu'il rentre chez lui à telle adresse, qu'il est vrai il brave le couvre-feu et c'est pas bien, il en est désolé, il a un peu de weed sur lui en plus Aldric, la BAC juste la prend, l'écrase par terre et ne lui en tient pas rigueur. Les policiers se montrent très compréhensifs, ils lui mettent pas d'amende, ils le mettent pas en garde à vue, ils lui disent juste bon frérot, rentre chez toi c'est bon. C'est pas le meilleur retour de soirée de sa vie clairement, mais après ça c'est le torse bombé et très serein qu'Aldric reprend la direction de chez lui. Il marche pendant quelques minutes et là il ressent un truc étrange autour de lui. Vous savez ce fameux instinct
d'instinct où tes sens te disent t'es peut-être pas seul et t'es peut-être même observé. Il se retourne mais il voit rien à part une rue légèrement éclairée, des poubelles, des devants d'habitation. Y a rien de spécial. Il se dit donc qu'il est très certainement en train d'être parano à cause de la weed qu'il a fumé pendant toute la soirée. Il décide quand même qu'à partir de là, il ne va emprunter que des rues éclairées, même si ça va lui faire des détours et retarder fortement son heure d'arrivée à la maison alors qu'il est déjà très tard. Et il fait bien, parce que 2 minutes plus tard, il entend un bruit. Et en se retournant, il voit une silhouette se cacher derrière des poubelles. À partir de là, il a donc bel et bien la confirmation qu'il est suivi. Il continue à marcher, il sent toujours qu'il est suivi, et cette fois il entend un bruit métallique. Encore une fois, il y a 2 options à partir de là pour Aldrich. Soit il prétend s'en foutre et il continue de marcher tranquillement en restant vigilant au bruit derrière lui, soit il prend la fuite. Sauf qu'il a déjà pris la fuite une fois ce soir, et son cardio, il est bousillé. Ce qu'il va faire à la place, c'est du génie. Il va sortir son téléphone et aller sur Discord. Et heureusement, il y a 2 potes à lui qui sont en train de jouer à League of Legends. Tout en marchant, Aldrich leur envoie un message et leur dit « Les gars, venez visio, c'est urgent ». Immédiatement, les 2 amis le rejoignent, ils sont donc comme en FaceTime sur Discord. Et Aldrich, à voix très basse, leur explique qu'il pense être suivi par quelqu'un et qu'il a besoin de leur aide. Tout en marchant, il lève donc son téléphone, en faisant le geste de quand tu cherches du réseau, de manière à ce qu'il puisse voir ce qui se trouve derrière Aldrich via la caméra de l'iPhone. Et puis 6 secondes plus tard, il le rebaisse, et là, le visage de ses 2 amis a changé. Et l'un des deux va rompre le silence en disant « On a bien vu ce qu'on a vu là ?» Il demande donc à ses 2 amis de leur expliquer ce qu'ils viennent de voir, et mieux que des explications, l'un de ses 2 amis a screené ce qu'il a vu à l'image. Aldrich regarde la photo, et ce qu'il y découvre va le mettre dans une panique totale, puisqu'il y découvre un homme, à peu près 20 mètres de lui, qui tient dans la main un énorme couteau de boucher. Encore une fois, Aldrich n'a plus de cardio. Il se dit que s'il se met à sprinter, il aura que 20 secondes de sprint à dispo et que donc ça doit être les 20 dernières secondes de son trajet avant d'arriver chez lui. Son plan est simple, il veut passer devant la gare de sa ville parce qu'il sait qu'il y a des caméras qui filment l'extérieur. Et s'il doit lui arriver un truc, il veut que ce mec passe devant ces caméras de surveillance. Il va donc marcher pendant de longues minutes avant de passer devant la gare, tout en ne sachant pas s'il est toujours suivi ou pas puisqu'il n'y a plus de bruit qui proviennent de derrière lui. Et puis à l'entrée de son quartier pavillonnaire, il va sprinter de toutes ses forces jusqu'à sa maison. Arrivé chez lui, immédiatement, il verrouille toutes les serrures, il va dans sa chambre et il fait un truc qu'il a jamais fait avant. Il active l'alarme de sa maison via son téléphone alors qu'il est dans la maison. Au moins, si le mec l'a suivi jusque là et qu'il veut rentrer chez lui, il y a pas de doute, il sera averti. Là, Aldrich explique un truc assez touchant. Il dit écoutez, j'ai pas vraiment lu ça dans les threads d'horreur que j'ai pu lire, mais moi, sachez qu'à ce moment-là, quand je suis dans mon lit et que j'ai activé l'alarme, je fonds en larmes, je chiale de toutes mes forces. Le lendemain, Aldrich se réveille et premier truc qu'il fait, il va au commissariat. La policière prend sa déposition, Aldrich rentre chez lui et après quelques heures seulement, la policière le rappelle. La policière lui explique qu'elle a récupéré les images de toutes les caméras de surveillance que Aldrich a croisées sur son chemin. Et elle lui explique qu'effectivement, très peu de temps après son contrôle de police, un individu avec une énorme arme blanche à la main s'est mis à le poursuivre. Sur les images, on le voit fréquemment se cacher quand Aldrich ralentit ou s'arrête ou se retourne. Et elle lui dit qu'il a arrêté de le suivre au moment où il est arrivé dans son quartier pavillonnaire et qu'il a sprinté comme un fou. Aldrich, il est choqué de malade, mais d'un autre côté, il est rassuré. Il a pas fait un bad trip la veille, il était bel et bien en danger, il a bel et bien eu conscience du danger qui l'entourait. Et il en tire une seule leçon, il ne rentrera plus jamais de soirée à pied, seul, en pleine nuit. Et je pense que c'est une bonne leçon. Messieurs, dames, on arrive à la fin de ce thread d'horreur, j'espère qu'il vous a plu, je trouve ces 3 histoires excellentes. Ça se trouve, ces threads d'horreur ont aidé certains parmi vous à ne pas se retrouver dans des situations reloues de malades. Et ça me fait plaisir. Bref, à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous de Squeezos. Ah, ça me répugne. Arrêtez de vouloir me faire sourire sur les photos de famille. Ça me fait chier